Bienvenue sur le podcast qui va sûrement changer de nom mais qui s'appelle pour l'instant Pineo's River of Thoughts. En français, la rivière de pensée de Pineo. Greg, merci. De rien, merci à ton invité surtout. Bah ouais. J'y tenais à reprendre les podcasts. Okay. Et commencer avec toi, ça a fait sens. Donc voilà. Je vais quand même me présenter. Moi, c'est du coup Martin Pineo Rivière. Je suis coach sportif et voilà, j'ai une appétence pour les discussions longues et profondes. Et Greg, c'est le parfait monsieur pour ça. Donc voilà, on va parler de prépa mentale. On verra sous quel angle exactement, mais on va se lancer, ça va être top. Ok, voilà. Top. Je vais t'inviter à te présenter, comme ça les gens ils te découvrent et puis fuego. Ouais. Écoute, moi c'est Grégory Vidou, j'ai 41 ans et ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'enseignement de tennis, donc au tennis club de l'Escar. Voilà, j'ai commencé par passer mon DGEPS perfectionnement de tennis. Voilà, le diplôme classique pour enseigner. Et donc ça fait 10 ans que je fais ça au tennis club de l'Escar et ça fait 6 ans maintenant que j'ai suivi ma première formation en coaching mental. Voilà, parce que c'est un domaine qui me plaît, qui me fascine. Je suis passionné par ça, donc puis j'en ressentais vraiment le besoin. Ouais, chez Pro de Roland Lafay. Donc 6 ans que j'étais formé, 6 ans que je fais ça et je continue toujours à me former. Excellent. Voilà. Pourquoi tu t'es formé en prépa mentale ? Qu'est-ce qui t'a amené à... Qu'est-ce qui m'a amené à entreprendre ce chemin ? Ouais, ce chemin. En fait, je sais pas, on en verra peut-être plus tard, mais ça vient déjà d'un côté très personnel, parce que moi, j'ai pas commencé le tennis tout de suite. En fait, c'est venu sur le tard. Et dans ma première phase en fait de sportif, je faisais de la pelote basque et voilà, j'étais à un bon niveau, assez haut niveau. Ouais. Et du coup, j'ai fait des finales, j'ai fait des gros championnats et j'avais ce côté un peu émotion, de stress, de peur, de joie, de tout ce que tu veux, quoi, toutes les émotions qu'on peut vivre pendant un événement sportif. Ouais. Et il y a eu quelques faits marquants en fait que j'ai pas réussi à gérer, voilà, mentalement. Donc après, quand je me suis mis au tennis, ça a été un peu pareil finalement. Quand je me suis retrouvé sur le court, les émotions les émotions entre ce que je faisais à l'entraînement et ce que je faisais en match, il y avait un monde d'écart. Ouais. Et j'ai vite compris que c'était pas forcément physique ou technique. Bien sûr que la technique et le physique ça se travaille, bien entendu. Oui. Mais non, la différence qu'il y avait entre la veille à l'entraînement et le lendemain en match officiel, c'était deux mondes d'écart, quoi. Donc après, quand j'ai passé mon diplôme pour être prof de tennis, donc on passe le diplôme, il y a un très bon diplôme en France, reconnu par l'État. Ouais. Plein on travaille la technique, la tactique, l'enseignement, l'entraînement, si tu veux, mais à la fin, en fait, on n'avait pas du tout abordé l'aspect mental. Si, on avait eu une demi-journée avec un psychologue du sport contre 4 ou 5 dossiers de 80 pages qu'il fallait rendre sur la tactique, sur la technique, sur l'enseignement, sur l'entraînement. Donc, sur, on va dire 100% de formation, il y avait eu... une demi-journée. Ouais, donc sport, si on veut s'amuser, ça fait du 0,5% sur 100 de prépa mentale. Ouais. Alors que je vais t'inviter à nous donner la stat sur un match de tennis. Ouais. Si tu peux... En gros, c'est 80-20. 80% de temps de non-jeu. Ouais. Où on ne joue pas, on n'est pas dans l'action, on ne frappe pas la balle, donc on a tout ce temps-là où on est avec nous-mêmes, avec les éléments extérieurs à cogiter, et il y a 20% à peu près de 20% de jeu, finalement. Ouais, là, on est dans l'action. Et ça, c'est une stat qui est réelle. Alors, ça peut être à 75, 25, tu vois, ça peut être... Mais amusez-vous à regarder sur la TP ou le WTA, c'est ce qui ressort. Et donc, moi, après, quand j'étais enseignant, j'ai été confronté à ça. Moi, en tant que coach, et mes élèves surtout.
Et donc je me suis dit, là il faut faire quelque chose. Il faut que je me forme parce que moi je me sentais pas à l'aise, je me sentais un peu perdu quoi, finalement face à ça. Mais bon, Et donc j'ai pris un chemin un peu à part, comme c'est pas dans le cursus traditionnel. Voilà, j'ai trouvé cette formation et je me suis formé. ben, du coup, bon, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi je suis joueur de tennis aussi. Et j'ai été éducateur tennis, pas DE comme Greg. Et je suis un de tes jeunes padawans. C'est vrai. Et l'exactitude des termes, je l'ai pas, mais je me rappelle m'entraîner avec toi quand tu n'avais pas encore commencé ça. Et j'ai des souvenirs un peu qui me viennent de toi qui avaient un peu de frustration quant au fait que tu me faisais plus trop progresser. Et que émotionnellement, ben, j'étais explosif sur le terrain. Et du coup, ouais, enfin, déjà, c'est tout à ton honneur. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. D'avoir eu la conscience de toi-même, de dire, en tant que coach, je suis limité à l'instant T. Donc, il faut que j'aille chercher Tout à fait. en moi ce que je n'arrive pas à donner aux autres, en fait. Ouais. Et du coup, enfin bon, c'est peut-être un peu biaisé parce que je suis ton élève, mais concrètement, moi, à partir du moment où tu es revenu de ces sessions avec Ronan et De tout, formation, hein. voilà, enfin, on va rentrer dans le détail après, mais moi, ça a changé mon tennis et pas que. Donc, donc c'est ça, quoi. Ouais, Bien sûr. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans qu'on s'entraîne ensemble? Ouais. À peu près. Après, il y a eu des coupures, il y a eu plein de choses. T'es parti aux États-Unis, Ouais. mais On en a eu une très intense. Ouais. Et ouais, ça a été quand j'y repense, je pense que ça a été vraiment la base Ouais. pour tout ce qui est en train d'arriver maintenant, quoi. Que ce soit sur le plan tennistique ou tout le reste. Perso. Ouais. Ouais. Mais après je vais te laisser répondre à quelques questions, mais je me rappelle d'un moment, moi, sur le cours numéro 4 à Escar, où on fait du service, et où pour la première fois tu me poses la fameuse question que j'adore, de qu'est-ce qui est vrai, et j'étais incapable de répondre, parce qu'il n'y a pas de réponse. Ça change tout le temps, ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et ça m'a complètement... ça a été le début de tout, quoi. Donc, ouais. Ouais, bien sûr, c'est ça. T'as raison. Ouais, entre qu'est-ce qui est vrai, c'est ce qui est sur le moment. Ouais, d'accord, c'est ce qui est là. Mais voilà, est-ce que dans 2 heures, est-ce que demain, est-ce que dans la semaine prochaine, voilà, au niveau du service, exemple, tu parles du service, c'est acquis, on le coche et puis j'y reviens plus dessus, c'est bon, maintenant je sais faire. La performance, pour moi, c'est pas si simple que ça. Voilà, ça se bosse tout le temps en fait. J'adore. Pour rester un peu quand même sur nous, puis après on va vraiment partir sur le concept de la préparation mentale. Mais sur nos premières séances, c'est quoi que tu retiens? Je sais pas, par exemple dans les shifts, moi que je pouvais vivre et que tu pouvais observer, tu vois. Ouais. Je sais pas si... Les toutes premières, moi, parce qu'on voilà, on se connaissait pas, t'étais jeune et tout. Ouais. Ouais, ce qui m'avait marqué, c'était surtout ton envie de progresser, vraiment plus. Et ouais, t'étais très à l'écoute. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai des jeunes, j'ai des adultes qui sont à l'écoute, mais finalement peut-être pas tant que ça par moment. Et toi, c'est vrai que tu étais vraiment focus. Et t'avais un rêve finalement à aller chercher, même s'il n'était pas clair au départ. Donc ça m'a marqué. Et puis après, la dimension physique, finalement. Moi, chez un joueur ou une joueuse, ce que je regarde en premier, c'est la qualité de frappe. Comment sur la balle naturellement, sans rien dire. Et je me rappelle d'une séance sur le 3, où je t'avais juste demandé, j'étais au panier, je t'avais demandé d'envoyer, de frapper très très fort. En oubliant le terrain, en oubliant les lignes. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle. Et voilà ce qui est capable de sortir de ta raquette. Et elles n'étaient pas forcément toutes hors des limites, tu vois. Ah ouais, non. Donc ça, c'est une qualité déjà qui m'avait frappé chez toi, ce pulse, cette vivacité à faire vivre la balle en fait, des deux côtés.
Ouais. Il faisait un coup droit, revers, service, voilà, ça tombait. Après, il fallait structurer ça, il fallait travailler là-dessus et se laisser jouer. Donc bon, voilà, on en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas, voilà ce qui m'a marqué chez toi au départ. Ce qu'on vient de dire, c'est que je suis ton premier élève sur lequel tu as, je vais dire le mot, testé ce que tu apprenais en formation. Ça fait combien de temps maintenant déjà que tu as commencé sur les pros là? 6 ans. Eh oui. Eh oui, donc là quand même, c'est pas... Voilà, on n'est plus du tout dans la même connaissance de toi en tant que coach. Non. Comment tu l'abordes avec tes élèves? Je sais pas si c'est une question qui est peut-être trop vaste, mais... Aborder quoi, l'aspect mental? Ouais. Bah, en fait, moi je dissocie pas. Je dissocie pas, on va faire de la technique, on va faire du physique, on va faire du mental. Ouais. En fait, pour moi, tout est mental. Quand je fais de la technique, je fais du mental. Quand je fais du physique, je fais du mental. Quand je fais de la tactique, je fais du mental. Tout est mental. Donc en fait, c'est ma manière de coacher, c'est ma philosophie finalement de coacher. Donc je dis pas, alors aujourd'hui, on va faire, tu vois. Ouais. Non, je l'aborde naturellement avec du questionnement. Bah, tu sais comment je fonctionne, hein. Ouais. Je questionne beaucoup. Voilà. Essayer de sortir, essayer un peu de bousculer les gens en fait, parce que quand je commence à poser des questions, bah, ils sont pas habitués. Ils essaient ils pensent que j'attends quelque chose forcément d'eux, alors que une réponse un peu, un peu toute faite et tout, mais où est-ce qu'il veut en venir? En fait, pas du tout. Donc moi, ma manière de faire, c'est le coaching, c'est ça, c'est de questionner, de rebondir, essayer de faire sortir un petit peu un peu la meilleure version des joueurs et des joueuses que j'ai en face de moi. Mais de par une réflexion profonde et interne. C'est important de se poser des questions. C'est important ça. Ouais, de fixer un cadre précis, et c'est pas forcément moi qui va arriver sur le cours, qui va dire ben, je sais, voilà, faites comme ci, faites comme ça. Après, t'es coach, donc t'as forcément les connaissances que t'as solidifiées bien sûr. en DE. Bien sûr. Mais toi, t'es vachement dans une posture de... Je t'invite à... écouter, observer. Ouais. Ah ouais. C'est important ce que pense le joueur, la joueuse, le questionner, où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce qu'il veut aller. C'est qui finalement sur le terrain, c'est quoi ses rêves, c'est quoi son identité. Et tout ça, c'est important de poser des questions au départ. Enfin, pour moi, c'est ça l'est, tu vois. Et après, autour d'un travail technique, tu le sais, hein, je dis n'importe quoi, hein, on travaille le coup droit. C'est ok, bien sûr, il y a des fondamentaux, comme tu dis, hein, il y a des fondamentaux un peu à respecter, mais après, au-delà de ça, voilà, qu'est-ce qui va faire que mon coup droit à l'entraînement il est de telle qualité, qu'est-ce qui fait que mon coup droit en match il est de telle qualité. Donc moi, l'idée, c'est d'aller creuser ça. Voilà. Et essayer de faire ressortir le côté naturel du joueur. C'est cette espèce d'abandon à la frappe, se laisser libre, quoi. Et concrètement, il y a des techniques que tu appliques, un peu comme un protocole, c'est-à-dire avec tes élèves, quand tu viens les challenger par exemple. Ouais. C'est pas des techniques. Non, j'ai pas un protocole bien précis, une méthode. Non, ça part toujours du questionnement et c'est en fonction de ce qu'ils me répondent. Je vais aller creuser plus ou moins loin. Et puis je vais aller sur le sujet de plus en plus précis, de plus en plus précis. Je vais lui demander d'affiner ses pensées, de me préciser ses pensées. Et après, surtout, l'idée, c'est que il fixe un cadre, le joueur fixe un cadre très précis. Ouais. Et ensuite, on va travailler dans ce cadre, mais on va mettre de la liberté dans ce cadre. Mais toi, du coup, en tant que coach, je vais utiliser le mot qu'on utilise beaucoup, quand tu les challenges, est-ce qu'il y a des choses que tu évites de faire quand tu le fais? Ouais, alors déjà, ça va être de ne pas juger. Okay. Voilà, ça c'est la base, c'est primordial. Il y a ce travail, c'est un travail que j'ai fait sur moi, en fait, travail de non-jugement. Ouais. Faut être capable d'écouter sans juger, d'observer sans juger. Et quand je questionne, je veux pas diriger, en fait. Je veux pas l'amener où moi je veux qu'il aille. Ouais. L'idée, c'est de le faire réfléchir par lui-même, ok, et tout ça sans jugement, en fait. Donc ça, dès qu'il y a du jugement, c'est mort. Par exemple, sur le terrain de tennis, tu peux me donner un exemple
de toi qui est dans cette posture de non-jugement? Tu sais, concrètement, à quoi ça ressemble à un moment où tu es dans cette posture-là? Sur de l'observation, par exemple, quand j'observe des joueurs, ouais. ou quand je questionne. Ouais. Quand tu observes. Quand j'observe, quand je suis un peu en phase d'observation, quand j'ai deux joueurs qui échangent sur le terrain, si je coach un joueur, je vais rester focus sur lui, je vais observer. Et cette manière d'observer sans jugement, comment te l'expliquer de manière assez claire? L'idée, c'est que moi, en fait, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Au-delà de l'observation physique que je fais sur mon joueur, je suis à l'écoute de mon cerveau, ce qu'il me propose. Il va tout le temps me solliciter et me proposer des choses. Donc dans le non-jugement, l'idée c'est de ne pas partir. C'est observer, écouter ce qu'il me dit. Ok, il me balance ça. L'idée c'est de ne pas partir sur le délire. Et de l'expliquer en fait, une partie avec moi-même, d'expliquer, écoute, voilà, là l'idée c'est d'observer sans juger. Donc ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes et je vais rester sur... Si on a défini, encore une fois, je reviens au coup droit, je vais rester sur une observation neutre, sans jugement, mais par contre, c'est une observation qualitative par rapport à ce qu'il m'a dit, par rapport au son de la frappe, s'il m'a parlé du son, de la qualité de frappe, de sa balle, comment elle sort. Si c'était ça qu'on a abordé, par exemple, je vais observer ça de manière très neutre, sans aucun jugement. Il n'y a pas de bien ou pas bien, en fait. L'idée, c'est d'observer ça. Et ensuite, je vais aller le challenger par rapport à ça, par rapport à moi, ce que j'ai vu, lui, ce qu'il ressent. Voilà, mais je vais être vraiment à l'écoute de ce qui se passe en moi. Pour pas être drivé par mon cerveau, parce qu'il a vite fait de juger. Ouais, t'as vu, ça c'est pas bien, ça sort pas bien. Ouais. Ah, il est monstrueux son coup droit. Ouais. C'est pas ça. C'est intéressant là ce que tu viens de dire. Il est monstrueux son coup droit. Ça me fait penser moi aux séances qu'on fait maintenant. Et bon, j'ai beaucoup progressé mentalement quand même. Je me permets de le dire. Et je pense aux séances qu'on a fait les semaines passées où du coup même moi tu me demandes d'être dans cette posture là. Je me rappelle de la première séance quand je suis revenu des États-Unis où je t'ai dit, je sais plus comment je l'ai formulé exactement, peut-être que toi tu t'en rappelles, mais en coup droit ça sort pas ou c'est pas fluide ou je sais pas quoi. Et l'exercice concret que tu m'as proposé, c'était d'observer la balle et de regarder à quelle hauteur elle passait au-dessus du filet et qu'elle passe basse, au milieu, sans juger, je te demandais. Je devais juste observer, et un des mots que tu as utilisé que j'aime beaucoup, c'est juste noter. En fait. Ah ok. Sans jugement. Intéressant. Rester neutre. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi en fait en tant que joueur, quand je suis dans cette posture-là, et toi aussi je sais pas peut-être, mais quand j'arrive à être vraiment dans l'observation pure, avec l'intention de jouer quand même au tennis, c'est mon corps qui parle. Terminé. Exactement. Et là, c'est de la pure performance avec les qualités physiques et mentales que j'ai à ce moment-là. Voilà. Ça ne me permet pas d'aller jouer à Roland, mais ça me permet d'être que de... Ils sont pas beaucoup de jouer à Roland. C'est vrai. Mais ouais, quand tu arrives à faire ça, t'es là, quoi. Ouais. Et... Ok. Et est-ce que t'as des... Concrètement, du coup, par exemple, si toi tu arrives en échéance, ou si tu as un élève à toi qui parle du fait qu'il va aller faire un tournoi, s'il dit Greg, je fais comment pour me préparer mentalement et tout, est-ce que tu as des trucs à proposer? Ouais, déjà, en fait, il y a un outil qui est génial, qui coûte pas cher, c'est la méditation. On va faire méditer, je vais le faire méditer, je vais lui apprendre à méditer finalement. Parce que finalement, la méditation, c'est un moment en fait avec soi. Voilà, un moment où on se retrouve avec soi-même. On va fermer les yeux pendant 5 minutes. Et l'idée, ça va être d'observer ses pensées, de ne pas les juger et d'accepter tout ce qui se passe en fait dans le cerveau. Dès que je vais fermer les yeux, et j'invite tout le monde à le faire, ne serait-ce que 2 minutes, on ferme les yeux, on respire un peu, tranquille, on se pose, et là, à un moment donné, le cerveau, il va partir. Voilà. Ouais, faites-le, hein. Mettez la vidéo en pause,
on ferme les yeux. Ouais. Et dans les commentaires, combien de fois vous êtes parti en 1 minute? Ouais, ça peut être un jeu. C'est ça. Et c'est ce que je vais faire. Partir, c'est Partir, c'est l'idée, c'est le cerveau, il t'amène sur quelque chose, quoi. Il t'amène sur, ouais, voilà, mais j'ai le podcast après avec Greg, attends, mais je me suis garé là, mais je vais prendre une prune, tu vois. Et là, ça y est, le cerveau, il t'embarque. Et il peut te faire 7, 8 fois le tour du monde, en fait. Bah, l'idée, c'est de pas partir. C'est d'observer ses pensées, elles arrivent, ok, je les accepte, je les juge pas, et je vais rester là, en fait, avec moi, sur le fameux instant présent que tout le monde parle. Bah, l'idée, c'est juste ça. Et là, tu travailles mentalement, en fait. Là, tu travailles, tu dresses déjà ton cerveau. Et c'est à accepter sans juger ce qu'il te propose. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à ta question, quand un élève me dit « Ouais, là, je vais me préparer mentalement à un tournoi », ben, alors on va travailler la méditation en amont. Et avant le tournoi, il va bosser ça. Avant le match, concrètement, il va s'asseoir, il va fermer les yeux, il va se connecter un peu à lui-même. Et du coup, ça va arriver. Et l'idée, ça va être de trouver ce calme, de ne pas se juger, d'observer et d'accepter. D'accepter tout ce qui va se passer, finalement, aussi. Et c'est ce que c'est pensé. Parce qu'en fait, ce lien-là qu'il va faire en méditation, il va le retrouver sur le terrain. Ce que je te disais, l'idée, ça va être comme tu disais, c'est de laisser parler le corps. Il y a le conscient et l'inconscient, on y reviendra aussi tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de laisser jouer l'inconscient, c'est le corps, c'est le côté naturel. Pour ça, il ne faut pas se juger. Dès qu'il y a du jugement, c'est bien ou c'est pas bien, bam, le match, c'est mort. C'est mort tout de suite parce que ça va faire naître des émotions. Et oui. Ben oui, tout de suite. Mais c'est... Ouais. Ouais, ça fait naître des émotions. Donc ça, c'est un outil qui est top. Ça, et on peut l'associer à la visualisation aussi. Se visualiser, performer sur le terrain, être de plus en plus précis, mettre le décor, le son de la balle, quelques odeurs, essayer de déjà, toi, proposer un film en fait à ton cerveau. Comme lui, il fait pas forcément la différence entre ce qui est réel et ce qui est pas réel. Si on se voit performer, être à l'aise, être fluide, frapper la balle très calme, laisser parler le corps, bah, il y a de fortes chances que ça se reproduise sur le terrain. Alors c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, ça se fait pas comme ça. On n'a pas de baguette magique. Mais c'est possible. Ah, c'est tout à fait. Regardez les recherches qu'il y a sur la visualisation, sur ce que ça active dans le cerveau. Bah, en fait, quand on fait de la visualisation positive, ça active les mêmes zones neuronales que si on était vraiment en action réelle, en fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est des outils qui sont pas chers, mais c'est des outils, il faut s'entraîner à le faire. Il faut s'entraîner, il faut être en conscience de le faire, il faut prendre le temps. Ça fait partie de l'entraînement, en fait. Puisqu'on l'a dit au début, il y a 80% de temps de non-jeu et 20% de jeu. Dans les 80% de temps de non-jeu, finalement, si on ne s'entraîne pas à ça, c'est compliqué. C'est compliqué de performer sur le terrain, finalement. Ouais, et j'ai envie de même rajouter de passer un bon moment. De passer un bon moment, exactement. Moi, je sais que toi, comme moi, comme Lucas, comme tous les gens qui sont derrière la cam, qui vont écouter et tout, on a tous vécu ce moment où on est dans un moment de performance et où c'est terrible, quoi. C'est terrible. Moi, j'en ai cassé des raquettes et tout, quoi. Ouais. Mais c'est important que les gens ils comprennent que c'est vraiment comme un biceps, quoi. Ça peut se travailler. Il n'y a pas des gens qui sont intrinsèquement mauvais mentalement. Exactement. Et qui ne pourront jamais résoudre ce problème-là, en fait. Ouais, tout à fait. Ça se bosse. Enfin, moi, voilà, j'étais une tête brûlée, j'étais un malade. Ouais. Mais maintenant, je sais que sur un terrain de tennis, et ça veut pas dire que je vais gagner. Et c'est là où, après, il faut aller plus loin dans le truc. Je sais que la victoire m'appartient pas, en fait, même si je fais le travail. Mais par contre, je sais que maintenant, c'est très compliqué pour moi de passer un mauvais moment sur un terrain de tennis. En échéance. Voilà. Et ça demande du travail, certes, mais ça m'a pas pris toute une vie, quoi. Donc, ouais. Donc voilà. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est... est-ce que toi, t'as des exemples d'élèves où tu vois vraiment un shift et
et en combien de temps? Tu vois, est-ce que tu as pu percevoir ça, quoi? Ouais, j'ai des exemples. J'ai notamment une anecdote avec une fille là, que j'entraîne toujours. En fait, elle est venue me voir au départ. Donc, elle me dit, bon, moi, sur le terrain, Greg, j'ai peur, je suis stressé, tout ça. Ok. Elle me dit, mais il y a un truc qui me paralyse, quoi. En fait, elle me dit, quand je vais en tournoi, mon papa, il vient tout le temps me voir jouer. Donc, elle a 25 ans, cette fille. Et j'adore quand on vient me voir jouer, mais en fait, j'arrive pas à jouer devant mon père, quoi. Parce que mon père est là depuis que je suis toute petite et il a envie que je fasse bien et moi je veux faire bien aussi. Et donc dès qu'il est sur le côté, je regarde et puis il fait des mouvements de tête. Voilà, et puis donc elle se sent tout le temps jugée en fait finalement. Mais elle sait pas s'il juge. Ouais, c'était les questions que je lui posais au départ, tu vois. Donc elle me dit avant de travailler quoi que ce soit, et là il y a le tournoi de Lens qui arrive, c'était le tournoi de Lens. Il y avait un mois en fait. J'ai dit j'aimerais, il veut venir quoi. Il m'a dit j'aimerais mais je suis perdu quoi. Mes moyens ils s'échappent à chaque fois. Donc en fait on a travaillé là-dessus. On a fait un gros travail là-dessus. On s'est vu plusieurs fois avant ce tournoi-là. Et on a travaillé que là-dessus sur ce regard des autres finalement et des autres plus précis sur son père. Voilà, je ne rentre pas dans le détail sur le travail parce que c'est personnel par rapport à elle. Ouais. Mais juste pour l'anecdote, donc, du coup elle fait le tournoi, donc son père vient la voir et elle passe 6 tours. Et elle perd au 6e tour quoi. Et elle fait 6 tours devant son père et elle oublie que son père est là quoi. Quasiment. Elle le prend comme un élément qui fait partie de la salle. Ouais. Et elle m'a dit j'ai jamais joué comme ça devant mon père quoi. Donc elle m'a remercié plein de fois et je lui ai dit mais voilà, c'est un travail en fait. Et elle a compris que comme tu disais tout à l'heure, ça se bosse. Et elle pensait ne pas y arriver. Donc ça, tu vois, c'est un exemple concret. C'est tout bête, hein, mais voilà, elle était très très heureuse, très émue aussi. Et maintenant, elle n'a plus de problème avec ça. Donc après, on travaille sur d'autres choses, mais voilà, ça c'est concret. En peu de temps, elle a réalisé, pas ce rêve, mais cette grosse envie de jouer devant son père de manière très libérée, quoi. C'est intéressant, avant tu as dit, je sais plus exactement comment tu l'as dit, mais tu as dit son cerveau a oublié que son père était là, quelque chose comme ça. On peut un peu avancer sur ça, dans le sens que concrètement, tu me corriges, hein, mais tu as occupé son conscient avec le travail que vous avez fait, avec des choses, pour que le conscient il soit en train de faire ce qu'il a à faire, et que l'inconscient il fasse L'inconscient, le corps l'a joué. Donc il y a eu ça, il y a vraiment un travail sur le conscient. C'est-à-dire que le conscient, c'est la partie en nous qui contrôle, qui juge. En fait, c'est une partie de nous qui est un peu qui a peur, en fait, qui a besoin qu'on la rassure. Voilà, qui est dans le contrôle, tu vois. On peut dire que c'est l'ego. C'est l'ego. Ouais, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Ok. Et puis il y a l'inconscient. Ouais. L'inconscient, c'est la partie, c'est le corps, c'est ce qu'on fait naturellement. Donc instinctif, quoi. Instinctif. Ça part de la naissance, hein. Parce qu'on est des animaux à la base. Bah ouais. On est dotés de conscience, mais... Ouais, mais tu vois, au départ, t'es tout petit, t'es sur les genoux, et puis un jour tu marches, on t'a pas expliqué, on t'a pas posé les pieds, on t'a pas dit avance le pied gauche, balance le pied droit pour contrebalancer, pour trouver l'équilibre, tu vois, c'est venu naturellement. Mais pas que ça, c'est pas tombé du ciel non plus. C'est-à-dire que t'observes, quand t'es petit, t'observes aussi les gens autour de toi. Et le corps sait faire sans qu'on l'explique, en fait, finalement. Donc l'idée au tennis, moi, c'est ça, c'est cette liberté. Pareil, j'y viendrai un peu plus tard, parce que c'est un mot pour moi qui est très important. Le mot liberté ? Liberté d'être libre, d'être libre dans la vie, d'être libre dans ses pensées, d'être libre dans la performance, finalement. Et voilà, et quand on touche du doigt cette liberté, bah, du coup, on se laisse jouer. Et les émotions, elles sont... Quel que soit le terrain de jeu. Quel que soit le terrain de jeu. Quel que soit le terrain de jeu. Et pour ça se travaille. Donc on a fait un travail sur le conscient, sur la partie consciente pour l'occuper finalement, parce que elle avait ce blocage avec son père, donc elle est tout le temps focus sur son père, en permanence. Et puis on a fait un travail sur l'estime de soi aussi. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression que quand elle perdait, son estime baissait en fait. Tu vois ? Parce que son père disait, ah, t'as perdu, mais c'est pas grave, ma chérie, oui, enfin c'est pas grave, si pour elle c'était très grave. Donc on a fait un travail sur cette estime, comme quoi en fait sa valeur, elle, ne change jamais.
Quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat, aux yeux de son père, ça ne change Parce pas. que le résultat ne dépend pas d'elle essentiellement. Donc, Ouais, c'est ça. comment est-ce qu'on peut prétendre à avoir une estime de nous qui dépend d'un résultat Exactement. dont on n'est pas maître, quoi. Mais ouais. Et c'est pour ça que moi là c'est plus vraiment personnel ce que je vais dire. J'invite vraiment les gens à entreprendre ce travail pour que à la longue, que ce soit de notre vivant ou pas, qu'il y ait un changement sociétal. Parce que ce qui fait que plein de gens, et peut-être, bon je dis plein de gens, je m'inclus même pas dedans, mais et ce problème d'estime d'eux vis-à-vis du résultat, c'est parce que c'est une manifestation sociétale de ça en fait. Tout le monde dit que si tu gagnes, t'es le meilleur. Mais comme tu me le dis tout le temps, il y a la dualité. Tu perds, Ouais. Ben, t'es un loser, quoi. Voilà. C'est ça. Et Cette donc, dualité, elle est partout, en fait. Ouais. Elle est partout, et puis il y a ce jugement, en fait, finalement. Ouais. Voilà. À un moment donné, je vais mal jouer, ben, je suis pas bien, je suis pas efficace, je suis nul. Puis je gagne, voilà, c'est l'euphorie, j'ai compris des choses et il n'y a plus qu'à. Et non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Mais voilà, mais c'est intéressant. Et c'est parfait que tu aies parlé de l'importance du mot liberté pour toi. Et qu'on ait eu cet exemple juste avant, parce qu'en fait, voilà, clairement, tu viens clairement de nous donner un exemple concret sur ta capacité à aider, là, en l'occurrence, cette jeune fille, sur le terrain, mais visiblement en dehors du terrain. Pour toi, en tant que personne, à quel point est-ce que c'est important que ton travail ait une résonance en dehors du terrain? Tu vois? Ouais. Est-ce que... Voilà. Bah, c'est important. Pour moi, je vais parler pour moi. Mais du coup, quand je coach, c'est exactement pareil. Je peux pas dissocier le fait d'être sur le terrain et le fait d'être dans ma vie personnelle, de comment je suis. C'est-à-dire sur le terrain, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de frapper la balle sans retenue, j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai envie d'être heureux quel que ce soit le résultat. Donc je peux pas être telle personne sur le terrain, et puis en dehors, donc, et pas me juger sur le terrain par exemple, et en dehors, ben, juger les gens, me juger en permanence, tu vois. Ouais. Dès qu'on parle, essayer de parler à la place de l'autre. Parce que ça marche pas en fait. Mais en fait ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est un changement en fait intérieur. Mais c'est pas tout remettre en question en fait. Enfin moi je le vois comme ça. C'est pas tout remettre en question. C'est juste parfois être beaucoup plus neutre qu'être dans le jugement. Tu vois, quand quelqu'un te parle, ben moi j'ai appris à ne pas juger. À ne pas juger. La personne, elle a ses idées, elle a ses envies d'expression. Ben écoute, il n'y a pas de problème en fait. Elle va s'exprimer et moi je vais pas la juger. Je vais écouter sans juger et puis voilà, on va tenir une conversation. Et je me suis aperçu par expérience que même dans les conflits en fait, qu'on peut avoir au quotidien, peu importe avec ses parents, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, peu importe, bah, le fait de ne pas juger, rien que ça déjà, d'écouter, vraiment, parce que c'est un art d'écouter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas écouter, et il n'y a rien de grave à ça. Et moi, j'en faisais partie au départ, mais grâce aux formations, j'ai appris à écouter sans juger. À vraiment écouter. À vraiment écouter. Voilà. Il y a plein de gens, et là, je me mets encore dedans. De toute façon, je pense qu'il n'y a jamais une fin à ce dont on parle, mais je pense qu'il y a plein de gens, ils ne se rendent même pas compte à quel point ils ne savent pas écouter. Ouais, mais moi, encore une fois, il n'y a rien de grave à ça. Il n'y a pas de... Non. C'est pas, mais c'est pas grave. C'est intéressant d'en avoir conscience. Ouais. D'être conscient un jour de se dire « Ah ouais, en fait, j'écoutais pas. » Ouais, t'es dans ton cerveau. C'est ça. Ouais, t'es dans ton cerveau. Et ça, c'est un vrai job, un vrai travail. Ouais. Mais par contre, moi, ça m'a apporté beaucoup de liberté et beaucoup de paix. Parce que du coup, après, derrière, je fais le lien avec le terrain, c'est beaucoup plus facile de performer. Et quand je dis performer, c'est pas forcément gagner. C'est être libre. Pour moi, je suis le mec le plus heureux au monde, tu vois. Frapper la balle sans retenue, c'est génial. Ne plus avoir peur avant de rentrer sur le terrain, ne plus, tu vois. Ouais. Et ça m'arrive pourtant, ces émotions, parfois, elles sont là, mais je sais du coup les gérer.
je sais beaucoup mieux les gérer, mais je peux pas les empêcher qu'elles soient là, donc je vais les accepter. Et je sais sur quoi me reconcentrer, occuper mon conscient pour justement laisser parler l'inconscient. Et donc, que ça soit dans la vie perso ou pro ou sportive, voilà, c'est important. Tu parlais de résonance tout à l'heure, on peut pas être différent, ça marche pas. Ça marche pas. Non. Mais voilà, donc c'est un travail qui est intéressant, moi je trouve, quoi. Du coup, tu viens de dire que sur le terrain, quand tu arrives à être libre, tu es le plus heureux du monde. Et on le sait, le conscient, il est toujours là. Derrière le mur, il se cache, il fait quoi? T'es le plus heureux du monde. Comment, quand t'es dans ce. Je vais dire cet état de flow, tu vois, en compète, et que tu. Maintenant, avec les années d'entraînement que tu as fait, comment tu fais pour sentir qu'il vient te titiller, ton conscient, dans ces moments d'apaisement assez intenses, on va dire, sur le terrain et de liberté, du coup, pour reprendre le terme. Tu le sens arriver? Est-ce que tu le sens arriver? Et concrètement, qu'est-ce que tu fais pour lui dire que non, toujours pas. Là, je suis là, j'ai mon job à faire et je veux jouer, quoi. Ok, donc là tu parles du perso, moi en tant que joueur, parce que comme je suis joueur aussi encore. Ouais. Ok. Ouais. Et après, tu pourras nous parler par exemple de certains élèves. Ouais, tu vois. Bien sûr. Bah en fait, moi, pour la petite histoire, ça vient d'un ras-le-bol en fait. Ras-le-bol d'être comme ça, ras-le-bol d'avoir peur, ras-le-bol de retenir ses frappes. C'est venu pas forcément au tennis, c'est ce que je te disais au tout départ. Mon premier sport, c'est la pelote basque. Ouais. Et j'ai eu des moments vraiment difficiles à gérer mentalement pendant cette période-là. Ouais. Donc je peux raconter. Je veux bien que tu racontes l'anecdote. En fait, je joue au Chistera Yoko Erabi, je sais pas si tout le monde connaît, c'est de la pelote basque, avec le gars en osier là. Et donc le type, il a une épaule terrible, il envoie grave. Et donc rapidement, enfin, j'étais l'un des meilleurs jeunes, et puis je suis arrivé à 18-19 ans, je jouais à ce qu'on appelle toujours en National As, donc c'est le plus haut niveau. Et la première année, donc on arrive en finale avec mon équipe, ça se joue à 3 contre 3. On arrive en finale et donc moi je suis jeune, je viens des juniors, je bascule en senior et donc j'ai une finale de France à faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça se joue l'été, pendant la grande semaine des sports basques. Donc il y a 300-400 personnes dans les gradins. Ouais. C'est un peu différent du tennis. C'était où ça? C'était à Ustaritz. Ok. C'était au Pays Basque. Pas mal. Et donc j'arrive là, on fait la finale et je suis bon quoi. Je fais une finale top. Je tiens mon rang, je jouais sur le poste d'arrière. Et les gens un peu découvrent ça, ce jeune, tu vois, qui arrive là, je frappe plus fort dans la balle. Bon voilà, je fais une finale top, de rêve et tout. Donc génial, on est titré, je suis champion de France. Et un an plus tard, on refait le championnat, même période. Et on se retrouve aussi en finale. Sauf que cette fois-ci, j'arrive ça c'était à Asparien, j'arrive sur le lieu, sur le fronton, quoi, tu vois. Donc on part pour aller au vestiaire, et donc il y a tout le monde dans les gradins, tu vois, et puis nous on passe un peu par derrière. Et là, je vois une famille avec 2 gamins, tu vois, et ils avaient la petite pub, quoi, le petit prospectus, là, tu vois, de la semaine des sports basques, et j'étais en photo dessus. Tu vois, et ils demandent les 2 petits, c'était 2 petits vacanciers, quoi. Ils demandent un autographe en passant au vestiaire. Donc là, il faut imaginer, remettre dans le contexte. J'ai 19 ans, je suis pas prêt à ça. Enfin, je sais pas si tout le monde est prêt à ça, mais moi je suis là, je suis surpris. Ah, un autographe et tout. Ok. Donc je signe mes 2 trucs et je pars au vestiaire. Et là, je suis pris d'une angoisse, mais d'une peur, mais c'est incontrôlable, quoi. Donc on va dans le vestiaire, on se change, on s'échauffe, et puis on se réunissait toujours, les 3 joueurs, avant de partir. Et donc le capitaine de l'équipe, il fait son petit speech, tu vois. Et en fait, là, tu vois, on parlait d'écoute, et là, je l'écoute pas, quoi. J'ai la boule au ventre, j'ai les jambes qui tremblent, alors qu'un an avant, j'étais très calme par rapport à ça. J'étais trop content d'aller sur le terrain et de faire ma finale. Et donc, en fait, je suis arrivé sur le terrain. T'étais dans le jeu, quoi. Ouais. Ça, c'était un avant, j'étais en jeu, et là, j'arrive sur le terrain.
Et là, je suis tétanisé. Et là, il n'y a plus personne, quoi. Là, je ne peux plus jouer. Donc, il faut imaginer 400 personnes dans les gradins. Moi, je suis sur le poste d'arrière, donc je suis à peu près à 50 mètres du fronton. Donc, le joueur frappe la balle au mur, elle monte, donc elle monte assez haute. Puis moi, je dois frapper la balle et la relancer. Et là, je frappe la balle sort du gant. On appelle ça une faute de gant. C'est un peu comme si je faisais un bois au tennis, tu vois. Et là, je frappe, ça fait 400 personnes. Donc 1-0. Hop, il rebute, il engage. 2-0, jusqu'à 7-0. Je fais 7 fautes d'affilée. Et au fur et à mesure, je m'enterre. Je n'arrive pas à jouer, quoi. Tu te rappelles mentalement du langage interne à ce moment-là? Ah ben là, je veux changer de planète. Là, là, je me sabote, quoi. Donc t'as pas ta place, t'es pas bon, arrête ce sport, tout le monde te regarde, qu'est-ce qu'ils vont dire, t'es en photo. Là, et vu que tu dis ça, ton corps il fait je ne peux pas jouer, donc là, la pire des choses qui se passe, c'est que mon avant me dit vas-y, je suis derrière, te bascule devant, tu vas mets-toi à droite, laisse-nous jouer, quoi. Ouais, bon, on fait la finale, ça va un peu mieux, tu vois, mais je reprends le poste de l'arrière dans la partie, ça va un peu mieux, mais bon, voilà, je passe totalement à côté et on perd cette finale et ça me marquera longtemps, pendant des années. Et après, le truc, c'est que j'ai retrouvé ça dans le tennis. Un peu cette peur d'exécution à la frappe, tu vois. Et j'étais pas du tout armé pour ça, et personne. Quand j'en parlais à mon coach, il me disait, ok, on va faire 250 coups droits et 250 revers, tu vas voir. Mais engage-toi, Greg, dans la balle. Ouais, engage-toi. Ouais, mais engage-toi, mais putain, j'ai peur, quoi. Je veux bien m'engager au panier, j'ai pas de problème à m'engager, mais après je fais comment quand je suis pris de ces émotions? Quand il y a de l'enjeu. Quand il y a l'enjeu. Ouais. Donc voilà, d'où le lien de ce chemin que j'ai pris vers la prépa mentale et maintenant on va dire je suis beaucoup plus en paix avec ça. Mais c'est toujours là. Quand tu me parlais de comment, tu vois, un peu comment il arrive quand je suis joueur sur le terrain de tennis, tout à l'heure ta première question. Ouais. Comment je le sens arriver, en fait il est tout le temps là. On peut pas le bloquer. On ne peut pas l'empêcher. Le cerveau, il pense, il t'envoie des pensées en permanence. Mais voilà. Actuellement, je crois, quand on commençait à s'entraîner, tu me disais, c'est quoi, tous les 10 secondes, 12 secondes ouais. On est touché par l'émotion. Ouais. Et par une pensée, quoi. L'émotion vient de la pensée. Donc, et on ne maîtrise pas. Et on ne maîtrise pas, et ça, on ne peut rien faire. Ça, on ne peut rien faire contre ça. Donc ça, déjà, il faut l'accepter. Comme en méditation, c'est pour ça que je veux y revenir. Cet outil qui est pour moi génialissime et qui coûte vraiment pas cher, c'est juste prendre du temps pour soi, mais tous les jours. Il faut le faire tous les jours, c'est un vrai entraînement. Et si j'arrive à le faire assis dans mon salon, alors je peux le faire sur le terrain. La pensée arrive, je l'observe, je pars pas avec elle, je l'accepte et je me reconnecte à l'essentiel. L'essentiel, il faut le définir au départ, ça fait partie du cadre. Ça fait partie du cadre. Ça, il faut le définir. Ok, donc ça peut être la respiration, le passage de la balle, d'une observation neutre, sans jugement. Ok, le relâchement de la main, du poignet, peu importe. On choisit quelque chose, on travaille dessus. Moi, je vais te challenger, c'est le travail qu'on fait en ce moment. Ouais. Et t'as vu, quand tu te laisses jouer, la balle, comment elle sort de la raquette? Mais pour être totalement honnête, il y a beaucoup de moments où j'en ai même pas conscience. Parce que je suis tellement dans l'instinct. Tu laisses faire. Que je me rends même pas compte de ce qui se passe. Ouais. En fait. Ouais. Je me rappelle là d'un entraînement il y a pas très longtemps. Je rigole parce que je vais parler du fait que toi, en tant que coach, à ce moment-là, t'as pas su rester que dans le non-jugement. T'as eu un jugement positif. Ouais. Mais je me rappelle d'un entraînement en diag coup droit où je cherche à trouver de la performance et du jeu, quoi. Et où à un moment, j'envoie une tige, quoi, un lance-roquette croisé. Et moi, j'ai aucune émotion à ce moment-là. Parce que en fait, j'étais tellement dans mon corps que je me rends même pas compte. Et ce qui me fait me rendre compte que j'ai envoyé un frac monumental, c'est que je me retourne et je te vois au fond du terrain exploser de rire. Et je connais ce rire. C'est ce rire de... Pas mal. Pas mal. Donc ouais, non, c'est... Non, mais ce qui est important, c'est, tout à l'heure je le disais, ce mot liberté. Ouais. En fait, moi je suis confronté à ça très souvent sur le terrain avec mes élèves. Ceux que j'accompagne, en fait. Ouais. C'est qu'ils veulent performer, ils parlent souvent de peur, de retenue, de je joue un classement qui est au-dessus, donc ça me fait... voilà, et puis au moment du match, je retiens tout.
voilà, j'ai double frein à main, je peux pas jouer. Et donc ils veulent rechercher cette liberté, ce fameux je veux frapper la balle comme à l'entraînement. Donc en fait mon job il est là. Et moi je veux leur apporter cette liberté en fait d'expression corporelle et d'expression de pensée, cette liberté d'esprit. Tu vois, moi souvent je dis s'abandonner à la frappe, sauter dans le vide pour laisser faire l'inconscient et laisser faire le corps. Mais ça, tu vois, le cerveau il laisse pas faire ça. Et non, parce que c'est une sensation comme si on allait mourir presque. Ouais, et ouais. C'est de la peur. Bah, s'il y a des joueurs de tennis qui nous écoutent, ou des joueuses, Ouais, bah, ils comprennent ce que c'est. ils savent. Ah ouais, 30-40 balles de break, il y a 10 personnes dans les gradins qui sont là que pour toi. Et ouais, t'as une balle neutre qui arrive au milieu, tu décales en coup droit, bah, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et là il y a des émotions, il y a voilà, retenir le bras, ça peut démarrer dès l'échauffement, sur des balles importantes, en fin de set, c'est toujours pareil, des scénarios, il y en a des dizaines. Mais l'idée c'est de, quand je parle de liberté, souvent moi, au départ je challenge, mais je dis mais qu'est-ce que tu viens faire sur le terrain? C'est quoi que tu cherches? En gros, c'est quoi ton rêve? Et ton rêve, c'est pas forcément quelque chose d'inaccessible. Ouais. Moi, quand je parle de rêve, c'est au fond de toi, qui c'est que tu veux être sur le terrain? Je parlais de ras-le-bol tout à l'heure. Parce que moi, à un moment donné, je suis arrivé à saturation, j'en avais ras-le-bol de ce mal-être. À un moment donné, je me suis dit, mais Greg, tu peux plus aller en compétition si tu as autant d'émotions négatives, en fait. Tu parlais de plaisir, il n'y avait plus de plaisir. Donc, à la rigueur, fais ton travail de coach, de prof de tennis. Mais arrête, quoi. Entraîne-toi parce que j'ai le droit de m'entraîner, mais fais pas de compétition, fais autre chose. Pas du crossfit, il y a plein de choses et c'est trop bien, tu vois. Et remets-toi à la pelote. Mais je voulais pas ça, j'étais compétiteur et moi j'avais besoin de liberté et d'être heureux par rapport à ça. Et C'est trop clair, quoi. J'ai une question qui me vient là, c'est du coup à ce moment-là, en fait, c'est pas juste sur le terrain que tu as eu à faire un taf. Quand tu as eu le ras-le-bol, c'est humainement. Tu t'es dit. Qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Tu sais, tu le dis, t'as eu ras-le-bol sur le terrain de pas te prendre du plaisir. Mais c'est parce que. Peut-être à l'extérieur, il y avait quelque chose qu'il fallait guérir, je veux dire guérir, mais qu'il fallait mettre de la lumière dessus, peut-être. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est lié bien évidemment avec ma vie personnelle. Ouais. Il y avait un travail à faire et il y a toujours un travail à faire, que je fais toujours. Parce que le mot liberté pour moi est très important, mais finalement, dans ma vie perso, je n'étais pas si libre que ça. Et donc, j'ai fait ce travail là-dessus. J'ai fait un travail avec une psychologue, voilà, hypnothérapeute. Tout allait bien, hein, mais par rapport à ce que moi je vivais, et parce que le tennis, ça met en lumière en fait un peu notre intérieur finalement, même beaucoup je dirais. C'est vrai, hein. Donc il fallait que je fasse un travail par rapport à ça, et je te parle de l'anecdote de la pelote basque, j'ai 19 ans, j'ai les 41 aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et quand j'ai commencé, c'était il y a 6 ans. Donc à 35 ans, c'était toujours pas réglé. Et tu peux passer une vie et c'est pas réglé. Il y a des gens, ils passent toute leur vie Ouais. sans jamais aller ouvrir le tiroir, quoi. Ouais, voilà. Mais moi, c'est vraiment ce ras-le-bol qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un travail à faire là-dessus, et juste en fait pour mieux vivre, pour être en paix et pour être libre. Et du moment que j'ai entamé ce processus, ce travail, j'ai compris plein de choses. Donc c'était pour moi aussi important de faire ce travail pour que je puisse derrière du coup me former et aller coacher des joueurs, parce que j'ai fait ce travail sur moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je peux pas demander aux autres de faire des choses ou de les amener sur des terrains que moi je ne connais pas. Alors c'est leur vie, c'est leur terrain à eux, ça leur appartient. Mais je sais le travail que j'ai fait sur moi. Ça veut pas dire que je comprends ce qu'ils traversent, parce qu'ils vont me le dire avec leurs mots et je suis pas en mesure, en capacité de comprendre. Je peux pas juger aussi ce qu'ils me disent, pas du tout. Mais moi je sais d'où je viens. Et je sais ce que ça peut faire comme mal finalement sur le terrain en dehors. Donc pour être heureux, quand les gens viennent me voir, j'aimerais frapper la balle à l'entraînement, en match comme à l'entraînement. Mais voilà, il y a un travail profond à faire là-dessus. Moi je les amène à réfléchir, à beaucoup réfléchir. Donc je challenge par rapport à ça, je leur demande leur rêve, leur identité, qu'est-ce qu'ils viennent faire.
sur le terrain, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et ça, c'est important de se dire, en fait, mais moi, dans tout ça, je suis où? Qu'est-ce que je veux et je suis où? Où est-ce que je veux aller? L'être humain. L'être humain, ouais, la personne qui vient me voir. Moi, je les amène à réfléchir à ça au départ. Tout ce que tu dis, ça me fait penser. Tout à l'heure, tu as donné un exemple, 30-40, tu es devant 10 personnes. Moi, je rajoute quelque chose là, faut pas la rater. Ouais. J'ai envie qu'on aille un peu vers les pros. Et surtout, je vais citer les deux monstres qui sont en train de ridiculiser tout le monde en ce moment, Carlos et Yannick. Quand tu l'as dit, moi j'ai visualisé. J'ai visualisé Carlos à Turin, côté avantage, en train de décaler sur une seconde au centre de Sinner. Là, c'est pas devant 10 personnes. C'est ATP finale. Il y a, je sais pas, 8000 personnes, 10 000 personnes dans la salle, et puis sûrement un bon 500 000 derrière l'écran. En soi, bon, on est sur des athlètes de supra haut niveau, mais est-ce que toi, tu penses qu'il y a un travail intense pour ces mecs-là, sur ce point-là, en fait, parce que techniquement, voilà quoi, ça fait des années là qu'on voit que les deux, il y a plus grand-chose à peaufiner, mais mentalement, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ah oui, j'ai une certitude. De toute façon, Carlos, il a dit, on peut le retrouver dans plein d'articles, il est suivi depuis tout jeune par une psychologue. Il fait ce travail avec une psychologue depuis tout petit. Moi, j'avais lu un article où c'est Ferrero qui lui demandait de lui citer, avant de rentrer sur le terrain, à la porte du terrain, de lui citer toutes les émotions qu'il avait en ce moment, avant de rentrer sur le terrain. Voilà, c'était un peu le jeu en fait à chaque séance, à chaque entraînement. Il devait citer ses émotions pour voir un peu dans quel état émotionnel se trouvait son joueur. C'est important ça aussi pour le coach, de savoir dans quel état émotionnel se trouve le joueur. Parce qu'il y a des terrains où on peut aller, je peux aller dans le challenge de plus en plus loin, où il y a des fois je vais aller loin, des fois je vais pas aller loin. Parce que si émotionnellement il n'est pas prêt ce jour-là, ou il est un peu à fleur de peau, voilà, il faut aussi prendre ça en considération. C'est ça aussi le professionnalisme chez un coach. Observer, écouter. Écouter. Donc ça c'est important. Et donc pour revenir aux deux monstres, et Sinner c'est pareil, il travaille avec un prépa mental. T'as vu le calme qui reflète un petit peu sur le terrain, Sinner là. Pourtant ça doit bouillonner, mais il gère tout ça. Il gère tout ça. Ça c'est du travail. C'est pas qu'une question de frapper dans la balle en fait. Il y a plein de joueurs du top 100 qui savent très bien frapper dans la balle. Bien sûr. La qualité première de la performance sur le très haut niveau. Moi j'en parle un petit peu. Pas parce que j'ai formé quelqu'un sur haut niveau, loin de là, pas du tout. Mais je suis mes formations par Ronan Lafay qui a formé. Stéphane Robert, 50e mondial, qui a travaillé avec Gilles Simon, Corentin Moutet, et des grands noms de la voile aussi. Et là en ce moment il est avec un joueur pro de golf. Donc je le côtoie de par l'information et hors formation, et donc il me raconte quoi, que la performance avant tout elle vient de là. Si tu ne le travailles pas, à un moment donné, comme tu dis, parce que Carlos, quand on le voit jouer, et Sinner, et Yannick, il y a quand même, c'est très instinctif, c'est très animal. Donc tu vois, ils laissent parler quand même leur corps. Il n'y a pas beaucoup de retenue dans ce qu'ils font, finalement. Et c'est bien pour ça qu'ils explosent tout le monde. Là. Oui. Donc ça, c'est un travail qu'ils font, et ils disent, c'est pas caché, maintenant, de toute façon, ça prend quand même de l'ampleur, la prépa mentale. Après, il y a de tout dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines. Mais eux, oui, tout le monde peut regarder, ils ont dans leur staff des personnes très compétentes pour travailler ça, et ils travaillent depuis longtemps. Le Big Three. Yeah. Roger, Rafa et Novak. Pas besoin d'être tennisman ou tenniswoman pour savoir qu'ils ont explosé tout le monde. Pour toi, tu penses que ce qui a fait la diff, c'est ça? On sait que mentalement, c'était plus fort que tout le monde. Mais est-ce que pour toi, c'est juste que les mecs, ils ont commencé à bosser ça avant tout le monde? Oui. Ah oui, pour moi, j'en suis convaincu. Mais pareil, Rog, je me rappelle d'un article où le titre c'est Tout est mental.
Donc voilà, je le disais au départ, hein, on travaille la technique, c'est mental, je fais du physique, c'est mental, de la tactique, de la stratégie, tout est mental. Donc bien sûr, c'est des athlètes de très haut niveau qui sont, là j'en sais rien, hein, qui sont peut-être nés à des capacités au-dessus de la norme. Bien sûr, t'as les Jordan et tout, voilà. Ouais. On n'est pas égaux. Mais tu vois, tu parles des trois grands. Si je prends l'exemple de Rafa, qui a toujours eu son coach Tony Nadal, mais en fait Tony Nadal, il a façonné son neveu avec une solidité mentale exceptionnelle. Tu vois, il y a eu un discours dès le départ qui est monstrueux, donc il y a vraiment un travail de fait par rapport à ça. Et Novak, il dit depuis tout jeune, il fait de la méditation tous les jours, c'est un quart d'heure par jour. Il avait travaillé avec un préparatrice mentale, je crois que c'est une fille, et pas que. Et un prépa mental, ça je veux pas dire, je me rappelle pas trop, mais lui il est là-dedans. Il fait beaucoup de méditation et il dit. Et puis lui, tu vois, qui est arrivé un peu après, Rafa et Rog, il avait ce rêve. Il avait ce rêve d'être tout en haut et de bousculer les deux autres. Oui, je me rappelle d'une vidéo de Patrick Mouratoglou là il y a pas longtemps, qui explique l'histoire que Novak il arrive et tout le monde est en mode les deux ils écrasent tout le monde, et Novak il fait ouais très bien, je vais y aller et je vais aller les bousculer. Ok. Parce qu'il croyait en lui, quoi. Okay. Je l'ai pas vu, mais ouais, ça se tient, bien sûr. Et donc déjà, il faut avoir un rêve. Parce que le rêve, pour moi, c'est important de faire le lien entre l'entraînement et mon rêve. Chaque fois que je vais sur le cours pour m'entraîner, pourquoi est-ce que je suis là ? Je me rapproche de mon rêve. À chaque fois que je fais quelque chose, je me rapproche de mon rêve. Pourquoi je suis là ? Où est-ce que je veux aller ? Qui je veux devenir ? Est-ce que tu penses que tout le monde a un rêve ? Parce que non. Le truc, c'est que sociétalement, et bon, je vais pas dire sociétalement, c'est moi qui parle, donc c'est moi qui pense ça. Je pense que j'ai longuement assimilé le rêve à quelque chose qui devait être grandiose. Tu sais, et je me rappelle, toi, quand tu m'as demandé quel était mon rêve, qui, je pense, a pu l'être à certains moments, mais c'était pas clair. Et je pense aussi qu'il y avait un manque de réalisme par rapport à l'âge que j'avais. Je disais j'aimerais bien jouer à Roland. Voilà. Est-ce que tu penses que quand on apprend à se connaître, on a tous un rêve à aller chercher ? Et du coup, tout à l'heure, tu parlais du fait que la jeune fille avec qui t'as bossé, son rêve, c'était de pouvoir jouer en paix et libéré devant son père. Tu vois ? Donc, est-ce que pour toi, on a tous un rêve à aller chercher ? Complètement. Ok. Complètement. Moi, même s'il n'est pas clair au départ, que ce soit dans le sportif, dans le professionnel, dans sa vie perso, c'est important d'avoir des rêves. Alors, c'est pas une obligation, chacun fait comme il veut. Mais un rêve, ça fait avancer. Un rêve, ça fait se construire. Ça fait réfléchir. Voilà, il y a vraiment un but, quelque chose qu'on veut réaliser, quoi. Donc un rêve, comme je le disais au départ, c'est pas forcément, je reprends ton mot, grandiose, quelque chose d'inatteignable. Un rêve, ça peut être un changement de vie, je ne veux plus ça, j'en ai marre, un ras-le-bol, j'aimerais plutôt être comme ça, je veux être comme ça sur le terrain, j'aimerais... Est-ce qu'on peut dire que c'est du coup pour toi d'autres mots, une envie ? Ouais, ça peut être une envie, mais c'est après, pour moi, c'est important de le clarifier. C'est important de mettre des mots dessus et d'avancer par rapport à ça. Est-ce que toi, est-ce que tu as toujours eu le même rêve ou pas ? Ou est-ce que ça a changé ? Tu vois ? Ça a évolué. Je pose la question comme ça pour les gens qui, du coup, peut-être que là, à l'instant T, ils n'en ont pas de rêve et ils peuvent pas s'identifier à ce que tu dis. Et ils disent, mais moi là, j'ai pas de rêve. Donc, je te pose la question dans ce sens-là. Et aussi, après, j'aimerais bien qu'on réponde tous les deux, mais surtout toi. Comment est-ce que tu inviterais les gens à faire concrètement le moment où ils écoutent ou qu'ils visionnent la vidéo pour aller se rencontrer et du coup trouver les rêves qu'ils ont en eux qui sont gâchés, tu vois ce que je veux dire ?
je vois. Ouais. Ta première question, c'est? Ma première question, c'est est-ce que tu as toujours eu un rêve? Ah ouais. Ou est-ce qu'il y a eu des périodes de ta vie? Non, au départ, non, j'ai pas de rêve à proprement parler, quelque chose de fixe. C'est venu après, en fait. C'est venu après avec mon changement de travail, puisque je suis devenu entraîneur de tennis à l'âge de 30 ans. Donc un changement de vie pro, et donc voilà, ça a commencé à se dessiner. Ça a été ça, au départ, mon rêve de faire ma passion, mon métier. En fait, finalement, c'était ça mon rêve. Ouais. C'était génial d'enfiler la tenue que j'ai aujourd'hui, d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, de transmettre ma passion. Et au fur et à mesure, il a évolué, ce rêve. Là, je parle du côté professionnel, du rêve professionnel. Voilà, il a évolué et il évolue encore. Mais il faut que l'idée, c'est que j'y travaille encore dessus. J'essaie de clarifier des choses aussi avec moi, hein, finalement, tout seul. Ouais. Mais j'ai un rêve, et voilà. Et l'idée que chaque fois que je vais sur le terrain, ou toutes les formations que j'entreprends, je garde ce rêve au coin de la tête, et pour essayer de m'y rapprocher le plus possible. Et puis après, le côté joueur, pareil. Moi, en fait, le rêve de tennis, j'ai été fixé un classement, tu vois. Mais en fait, j'ai vite abandonné l'idée. Parce que le classement, c'est un chiffre. Donc du coup, après, j'étais trop attaché à ça. Du coup, je jouais pas des mecs, je jouais des chiffres, tu vois. En fait, ça me portait vraiment trop préjudice. Et en fait, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai commencé à entreprendre le travail avec moi-même. Ben, en fait, là, ça s'est éclairci, quoi. C'est ce côté libre, d'être sur le terrain, d'être vraiment libre. En fait, c'était ça mon rêve. Ouais, c'est ça. Juste d'être libre sur le terrain. Alors, libre, pour moi, ça veut dire ça. J'en ai parlé avec la personne qui m'a accompagné, et j'en parle toujours pendant mes formations, ou avec moi-même aussi, parce que je médite tous les jours, et parfois je lance ça comme sujet, en fait, avec moi-même. Tiens, que penses-tu de la liberté? Et puis on y va. Et voilà, je discute avec moi-même, et je reclarifie un peu les choses. J'essaie de préciser, de ne pas partir trop loin, et de rester là où j'en suis, et d'essayer de m'y rapprocher. Chaque fois que je suis sur le terrain, je suis encore joueur. Voilà, j'aime ça. D'ailleurs, on va jouer en équipe ensemble, donc c'est cool. et à chaque fois, c'est ça. En fait, d'être libre, je suis libre dans la vie, de plus en plus. Et donc sur le terrain, c'est hyper important pour moi. Et donc je parlais tout à l'heure, j'étais très heureux d'être en paix avec ça. Et maintenant, vraiment, je suis en paix, quoi. Toi, quand je le dis, j'ai comme un soulagement, tu sais, qui vient. Mais ça a mis des années. Et parce qu'il a fallu le trouver, et il a fallu toucher un ras-le-bol, il a fallu aller bas, tu vois, pour remonter, entreprendre un vrai travail. Mais ouais, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. C'est fort, hein. Pour dire ça, quand même, c'est pas rien. Ouais, bah en tout cas, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Ouais, mais après, voilà, j'invite tout le monde au moins à y réfléchir. Ça coûte rien. À prendre un peu de temps pour y réfléchir. Qu'est-ce que je veux devenir? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Ouais, j'aimerais faire ça. Ok, qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver? Qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver au jour d'aujourd'hui? Voilà, c'est ces questions-là. Et encore une fois, il faut essayer d'être pas dans le jugement, ne pas se juger. Les barrières qu'on peut avoir, en fait, c'est un peu le cerveau, quelque part, qui nous crée toutes ces barrières. Ouais, mais là, je peux pas, là, je suis trop loin, ça va pas le faire. Ouais, mais essaye, en fait. Toi, ça a été un ras-le-bol. Ouais, c'est venu d'un ras-le-bol. La question que je t'ai posée un petit peu tout à l'heure, celle qui venait en suivant, c'est quelqu'un là à l'instant T qui peut clairement dire moi j'ai pas de rêve, en tout cas j'en ai pas conscience, ils ont peut-être pas besoin d'arriver au ras-le-bol pour commencer à se connaître. Et concrètement, comment est-ce que tu par exemple, moi je suis coach sportif, tu me dis je veux prendre des pecs, je vais pas rentrer dans les détails trucs, mais je dis fais des pompes. Bon voilà, tu vois ce que je veux dire. Toi concrètement, comment tu les inviterais à aller découvrir ça? Dans le sens, par exemple, moi j'étais en ville tout à l'heure, je me suis promené, je suis allé à Nature et Découverte, et il y a une partie que j'adore parce qu'il y a des livres sur le développement personnel super intéressants. Moi là, si je devais répondre à ma question, je dirais on va prendre un de ces livres et juste lis. Et tu vois ce qui se passe, comme on dit toujours, sans jugement, observe.
qu'est-ce que tu préconises? Si quelqu'un vient me voir, Alors, si quelqu'un vient te voir, ouais, et même pour les gens là qui vont regarder, tu vois, Ok. genre, encore une fois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? bah déjà la première chose à faire, c'est à faire. Bah encore, il n'y a pas de recette, il y a pas de, je vais pas donner une technique. Non, En fait, non, c'est juste du questionnement. En fait, c'est se questionner soi-même. C'est encore une fois, c'est prendre du temps pour soi, voilà, et se poser des questions sur la vie en général, ou sur sa vie pro, ou sur sa vie perso, sa vie sportive. Il faut se poser. L'idée, c'est de se poser des questions, être curieux. Voilà, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Est-ce que ma vie me convient ou pas? Qu'est-ce Est-ce que, que tu- j'aimerais que ça évolue? Et là, ça va faire naître des choses. Et le rêve peut naître de ça, tu vois. Mais il faut se questionner. Encore une fois, il faut essayer de répondre de manière neutre. Parce que tout de suite, quand on va se questionner, on va répondre et tac, le cerveau va agir. Et il va venir taper. Ah non, pas ça, t'es fou quoi. Non, non, mais pas toi. C'est pour les autres, pas toi, tu vois. Ben, ok, donc là tout s'arrête finalement. Ok, je me lève de la chaise, je m'en vais, je reprends ma vie. Ouais. Mais si je prends quelques minutes juste pour écouter, mais sans juger. Allez, je vais rêver. Ouais. Et je m'autorise à rêver, s'autoriser à rêver, Ouais. oser rêver finalement, je dirais, tu vois. Oser ça, rêver. serait ça, c'est oser rêver. Et encore une fois, c'est pas quelque chose d'inatteignable, mais vas-y, rêve, crée ton rêve, imagine des choses. Oui, parce que de toute façon, si les gens jugent tes rêves, c'est qu'ils sont pas concentrés sur le leur. Hein. Ouais. Eh oui, hein. Eh oui. Tu peux pas. Enfin, de toute façon, on les voit souvent ces vidéos à 2 balles, qui disent des choses qui seront du coup factuellement vraies. Mais un mec qui entreprend des choses, il va pas te dire, il va pas te juger sur le fait que tu entreprennes. Mm. Tu peux pas. Si t'es apaisé avec toi-même, et je ne prétends pas l'être quand je dis ce que je dis, mais je vais le dire quand même. Si t'es en paix avec toi-même, tu vas pas aller casser les couilles aux autres. C'est tout. Tu n'auras pas besoin d'aller mettre du chaos dans la vie des autres si t'es en paix. Si t'es en paix. Ouais, exactement. Et donc, faut oser rêver et être, comment dire en anglais, delusional. En fait, ouais, c'est ça. Ben, je pense que les personnes qui disent, comme tu disais, ouais, mais je sais pas, moi je sais pas trop, je sais pas, j'ai pas de rêve. Ouais, mais t'aimes bien quand même faire des choses, ou dans ton travail t'aimes quelque chose. Ouais. Ben, juste se questionner là-dessus, ça peut faire naître Tout le reste. des petites pistes. Tu vois? Ouais, mais ouais, mon boulot, mais après, bon, moi j'adore je sais pas, j'aimerais être influenceur, ou tu vois, vidéaste, ou. Ouais. Mais non, mais voilà, après, je regarde ça, mais c'est pas pour moi, tu vois. Stop. Qu'est-ce qui va pour toi? Hop, reviens 30 secondes en arrière. Renseigne-toi, tu veux être vidéaste, tu veux être influenceur. T'as regardé un peu quel cursus faut faire? Tu te renseigner. Mais t'aimes quoi en fait dans la vidéo? T'aimes poster les gens? T'aimerais interviewer quoi? S'il était face à moi, je le challengerais par rapport à ça. Qu'est-ce qui est vrai, quoi? Bah ouais, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ton cerveau, quand il parle, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que tu es en train de te juger? Donc essaie de ne pas te juger et vas-y, continue. Vas-y, rêve. Crée un peu un avatar. Ok, allez, vas-y, t'es influenceur, t'es vidéaste. Ouais, j'aimerais interviewer, tu vois, du sportif ou des hommes politiques. Ok, on y va. Ça serait quoi les pistes à faire? Qu'est-ce que tu entreprendrais la semaine prochaine? La première piste que tu prendrais, ça serait quoi? Ok, et à la fin, je dirais, ça te dirait de le faire. Tu continues ton travail, t'as ta maison, t'as ton sport, mais ça te dirait en parallèle de te renseigner là-dessus. Et à force, quand tu viens bousculer un petit peu comme ça à l'intérieur, c'est là où ça naît. Et tu peux t'y accrocher. Et du moment que tu accroches à quelque chose, voilà, le rêve il naît. Et après, moi j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est aller au bout. Ah putain. Aller au bout. Ben oui. Comme ça déjà j'ai pas de regrets. Ouais. Mais oui. Et ça marche pas, mais peu importe. Mais va au bout du truc. Je réagis comme ça parce que. Et c'est comme ça que quand je suis en coaching à mes élèves, c'est comme ça que je leur parle. Et c'est là où je viens les bousculer un peu, je viens les challenger, je viens remuer tout ça. Et des fois, et souvent, ils sont pas habitués à ça. Mais c'est pas grave, mais tout se passe très bien, mais ça les fait réfléchir. Et quand ils viennent d'une séance à une autre, ils arrivent, et puis au départ, ils savent pas. Donc c'est le je sais pas, je sais pas ce que je veux faire.
Bon, moi, il faut savoir que quand on me dit je sais pas, c'est là où mon travail commence. Mais après, au fur et à mesure, ils ont plein d'idées. Ah, la séance dernière, elle m'a fait... Oh, un truc grec, mais de fou. Ah ouais, ça me fait penser à ça. Ça y est, ouais. En fait, moi, en jouant au tennis, voilà, en fait, c'est ça. Je veux faire ça, quoi. Je veux être ça. Voilà, par rapport à ça, j'aimerais être libre, j'aimerais être... peu importe. J'aimerais le championnat de France de Roland. Là, récemment, j'ai accompagné un joueur de l'équipe de France, tennisman, là, Samuel Cazot, qui est sourd et malentendant, voilà, qui est parti à Tokyo, qui est encore là, d'ailleurs. Et donc, il avait ce rêve de partir là-bas, de médaille, finalement. Et puis, il est venu vers moi pour qu'on a fait un travail d'accompagnement, de coaching mental là-dessus, quoi. Ouais. Et c'était beau, ce qu'il me disait, son rêve. Et puis, surtout, on a fait un travail sur le fait il n'y a pas de faire en soi. Il a été à Tokyo, il a joué sur la TP500 de Tokyo quand même, sur le site. Putain, c'est stylé, il m'a envoyé des photos, c'était monstrueux, tu vois. Ouais. Il avait la banane, voilà. Après, on a fait un travail sur le fait d'avoir la médaille ou de ne pas avoir la médaille. S'en fout. Et si je l'ai pas, qu'est-ce que ça change quoi? Et voilà, donc dans son rêve, il a bien avancé, et donc là, il rentre dans 4 jours et on va faire une séance de débrief, ça va être sympa. Mais tu sais, je viens de penser à un truc, parce que tu viens de dire qu'il a la médaille ou qu'il n'y a pas la médaille, et moi, naturellement, j'ai dit on s'en fout. Mais parce que moi, je vois les choses comme ça, et parce qu'au fond, je m'en fous pas. C'est pourquoi on fait tout ce travail mental. Parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut. Moi, je viens de voir, je paye des séances de préparation mentale parce que j'ai envie de détruire tous mes adversaires, concrètement. Mais quel est le meilleur moyen pour moi de détruire tous mes adversaires? C'est quand je suis en train de le faire, ne pas vouloir détruire mes adversaires. Être là. À partir du moment où je me concentre sur l'objectif, le résultat, fini. Fini. Tu performes plus. Alors pourtant, t'es là pour ça, quoi. Bah ouais. Bien sûr. Mais moi, quand j'accompagne mes joueurs, mes joueuses, moi, ce que je veux, c'est qu'ils performent. Moi, ce que je veux, quand tu rentres sur le terrain, c'est que tu gagnes. Au final. Parce que quand t'es libre, c'est ça. Mais ça, on le sait au départ. Tu rentres sur le terrain, il y a un gagnant, un perdant. Donc, t'es au clair avec ça, finalement. Ouais. Par contre, t'as remarqué aussi le travail qu'on fait, c'est que quand tu te laisses jouer, quand t'es en totale liberté, bah voilà, le niveau de jeu, il augmente, c'est hyper haut, quoi. C'est très fort. Ah bah... Et quand t'es dans ton cerveau et que tu te laisses pas jouer, que les émotions rentrent, et ça descend, t'as vu l'écran, comment il tombe? Et ouais, quand tu commences à être sur le résultat, bah il n'y a plus de match. Je dirais même que le match est perdu. Ouais. Et j'ai vachement envie de transposer ce que tu dis à la vie, surtout qu'on est français. On est en France, on connaît bien la mentalité française, qui est dans le jugement des gens qui ont du succès. Et bien sûr, parmi les gens qui ont du succès et qui font des choses, il y a des gens qui ont de l'ego, beaucoup, et qui se croient meilleurs que les autres. Mais là où je veux en venir, c'est que pour performer et être dans le non-jugement de soi, et du coup, juste être libéré quand on fait quelque chose, il faut avoir une bonne estime de soi. Et l'estime de soi et l'ego, la frontière, elle est fine. Et du coup, quand on est sur ce chemin-là, faut pas avoir peur de ce que les gens pensent de nous. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire que j'en parlais avec ma mère. Moi là, c'est mon podcast. J'ai ouvert ma micro-entreprise. J'en parle, j'en suis fier. Et les gens, ils peuvent dire, ouais, il fait le barbeau, Martin. Mais quand c'est ma famille qui me le dit, ça me touche. Parce que c'est les gens les plus proches. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand c'est des gens que je connais pas, je suis quelqu'un de bienveillant, je pense. Donc, initialement, je vais t'expliquer que non. Et puis après, ça t'appartient. Ce que tu penses de moi, ça t'appartient. Exactement. Et j'y peux rien. Bah oui. En fait. Parce que ma perception de moi, c'est peut-être pas la bonne. Ta perception de moi, elle t'appartient, c'est peut-être pas la bonne. Peut-être qu'elle est fausse, qu'elle est vraie, on sait pas. Mais
je cherche à être libre. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le rapport aux autres, de ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils vont dire de toi. Ouais. Mais quand tu entreprends ce chemin, ce travail-là un peu intérieur finalement, ce travail de non-jugement, finalement, moi j'ai envie de dire, c'est est-ce que tu peux contrôler ce que les gens pensent de toi et ce qu'ils vont te dire de toi? Est-ce que tu peux contrôler ça? Non, tu peux pas le contrôler. Comme tu dis, ça leur appartient. Oui. Donc ça, encore une fois, tu dois pas juger, même si c'est envers toi, même si c'est des paroles qui sont envers toi par rapport à ce que tu fais. Mais quelque part, quand tu es vraiment dans le non-jugement et que tu juges pas ce qu'il dit, en fait, il n'y a pas de problème, ça te touche pas. C'est ça. Ça te touche plus. Ça lui appartient. Quand tu dis tu juges pas ce qu'il dit. Ouais. Qui ça? Quand il y a des gens qui parlent sur toi, que ça. Ils parlent de Martin, il fait le barbeau, les mots que tu as dit. Hein. Ouais. Mais en fait, ça leur appartient. Tu peux pas contrôler ce qu'ils disent. La parole, elle sort de leur bouche. Tu peux pas contrôler ça. En moins de mettre la main vite devant leur. Tu vois? Ouais. Tu peux pas contrôler. Non. Donc la meilleure des choses, c'est quoi? C'est accepter. Pas accepter le discours. Oui. C'est accepter qu'ils parlent de cette manière. Puisque tu ne peux pas contrôler. Tu vas accepter ça et tu vas pas le juger. Puis surtout, moi, là, à ce moment-là, ça va couler et ça va s'éteindre. Parce qu'encore une fois, c'est lui avec lui. C'est ça, et pas juger. Et toi, tu as un chemin, tu as une voie, tu as un rêve, et toi, tu y vas. Ouais. Parce que c'est pas tout rose, en fait. Le rêve, le chemin, il n'est pas tout rose. Oui. Et il faut être prêt à ça. C'est comme sur le terrain, il faut être prêt à ça. Il y aura des moments difficiles. Oui, mais ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas juger. Et pourquoi il ne faut pas juger? Mais parce qu'en fait, à partir du moment où tu juges, c'est que tu prétends savoir. Et que tu crois contrôler. Mais non. Juste aie l'humilité de te rendre compte que non, en fait. Donc même par rapport à toi, quand tu juges, c'est faux. Ben oui, bien sûr. C'est faux. Mais moi, souvent, je le dis à mes élèves, je dis, mais moi, quand tu me parles, en fait, tout ce que tu dis, parce qu'ils sont là, ils disent quelque chose par rapport à quand je les challenge, ils disent quelque chose, ouais, mais là, de ce que je veux dire, c'est bête parce que tu as pensé ça. Et moi, je leur dis, mais moi, je suis qui pour juger ce que tu me dis, en fait? Non, mais attends, t'es prof, toi et tout. Non, mais attends, il n'y a pas de problème, en fait. C'est tes mots. C'est tes mots, c'est ta façon de t'exprimer. Tu les sors là, c'est ta façon de penser. Moi, je ne juge pas ta façon de penser. Par contre, tu vas me préciser ce que tu veux me dire. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que tu me précises ça. Et là, il va préciser sa pensée. Ouais. Et on va avancer là-dessus. Ouais. Mais moi, j'ai appris, et je m'entraîne toujours. En fait, c'est tout le jour. Hein. On parlait avant de résonance entre la vie pro et c'est tout le temps. Moi, quand j'écoute quelqu'un qui me parle, ou un débat, j'essaie de pas juger, de comprendre ce qu'ils disent. Ok, pour rester connecté. Si on me donne la parole, vu que je comprends de manière intelligente finalement, mais je peux interagir dans la conversation pour garder le fil. Mais en aucun cas, je vais juger ce qu'ils disent. Et si on me dit, mais toi du coup, t'en penses quoi de ce que je dis, Greg? Je vais te dire ma vision des choses, mais pas par rapport à lui en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais moi je l'ai vécu avec toi. Mais ça c'est important. Ouais. Ah oui, c'est... Et je pense qu'on peut commencer à un peu clôturer, mais c'est... Tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est pas tout rose. Et vraiment, concrètement, physiquement, ce qui s'est passé quand on a travaillé ensemble, toi et moi, on était à l'Escar sur un terrain de tennis. Il n'y a rien de dangereux. Pour autant, les premières séances mentales, ça tanguait terrible. Les vagues, elles arrivaient, mais plein fer, des deux côtés. C'est ça qu'il faut. Et les gens, ils le savent, je pense. Mais c'est pas facile, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Mais au bout d'un moment, quand t'as fait assez de pas et de kilomètres sur le chemin, de la connaissance de soi, du coup, c'est du réajustage, en fait. Constamment. Ouais, c'est ça. C'est se réajuster, être toujours à l'écoute de ce qui se passe, en fait. Et moi, si je reviens un peu au coaching, qui est sur le terrain, non, mais c'est... En fait, c'est ce qui est... Il y a quelque chose qui
qui est aussi très important dans la liberté pour moi, c'est le respect de la personne. Et en fait, en apprenant à vraiment écouter sans juger, et quand je challenge les gens, quand je leur pose des questions, Ouais. de ne pas les juger, c'est respecter la personne. Respecter ce qu'ils me racontent, en fait. Ouais. Et oui. Du moment que je suis un peu moins concentré, parce que c'est un vrai job de faire ça, de concentration, pour ne pas juger. C'est monstrueux. Ouais, c'est un gros travail. Du moment que le cerveau il commence à interagir, il va juger ce que dit la personne. Il va juger, faire des émotions. Et genre, à un moment donné, dans le coaching, c'est là où il faut être très attentif, très concentré. C'est qu'à un moment donné, je peux interpréter ce qu'il me dit. Ouais. Et si je bascule dans l'interprétation, alors je fais fausse route. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, alors en fait, ça y est, c'est mort. Quand du moment que je dis, ça y est, je vois ce que tu veux dire, non, tu vois pas ce qu'il veut dire. Non, tu vois pas. Pas du tout. Tu me connais Parce pas. que derrière le mot que lui ou elle me raconte, il y a une histoire, il y a quelque chose en fait. Il y a une pensée. Ouais. Il y a un chemin en fait. Elle me raconte ça, pourquoi? Donc moi, c'est là où je vais demander de préciser. Donc quand on est sur un travail technique, parce qu'on parle mental, mais moi souvent ce que je dis, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est que tout est mental. Donc quand on travaille la technique, moi je suis pas contre de faire du panier, faire 200 coups droits, 200 revers d'affilée. Mais moi ce que je veux, c'est à chaque frappe. Pourquoi? Ouais, même j'irai même plus loin que ça, c'est pas pourquoi. C'est à chaque frappe, est-ce que tu mets du sens dessus? Est-ce que tu mets du sens? Est-ce que tu es dans le cadre qu'on a fixé au départ? Comment je peux faire pour atteindre cette liberté? Souvent, je parle de ça parce que les gens me disent j'aimerais être relâché. Ouais, ok. J'ai vu un tuto là sur internet, faut la main, il faut qu'elle soit bien relâchée sur les grippes. Ouais, mais il n'y a pas de problème avec ça et c'est très juste. Une main relâchée, c'est biomécanique. Le poignet il bouge là. Je serre le poing, ça bouge plus. Ouais. Par contre, ce qui va commander ça, c'est là-haut. Donc si ça lâche pas là-haut, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu seras pas relâché. Donc moi, je veux que ça lâche là-haut. Et le cerveau, il laisse pas faire ça. Donc moi, mon job, c'est d'aller dresser ça. Que la personne se connaisse de plus en plus. Qu'est-ce qui crée au moment dans le match la tension physique et que mon coup droit, mon revers, mon service sortent moins bien. Et donc, on va travailler sur ce point essentiel. Et après, oui, on va répéter. Tu le sais, il y a eu des séances qui ont été difficiles, même physiquement. C'est pas, les gens pensent peut-être que le mental, du coup, on fait pas grand-chose. Non, si, tu connais, je demande à tous mes élèves, j'ai tout ça en collectif et je travaille ça avec eux. Mais avant de partir, je leur dis, on fait du panier, ok, on met une situation en place, tactique, mais avant de partir. Voilà, vous allez toutes me dire, là je pense à un groupe de filles, le job qu'il y a à faire. Et on prend une minute et je challenge un peu, je refais préciser sur quoi elles doivent occuper leur conscient. Et le jeu, c'est de jouer en liberté derrière, de se laisser aller pleinement dans la frappe. Et souvent, en fin de séance, voilà, c'est des gens qui sont heureux, qui ont hâte de revenir et qui avancent, qui progressent et qui commencent à retranscrire ça en match officiel. Et là, c'est gagné. C'est-à-dire que les gens sont... Ça joue quoi. Ça joue, c'est libre et ils sont heureux, tu vois. Ouais. Parce que répéter une technique, un coup droit, un revers, un choc, une volée, c'est répéter ça sans rien, sans prendre conscience si ça n'a pas de sens. Ça a très peu de chances d'être efficace en match. J'ai envie de clôturer. Je vais reprendre tout ce que tu as dit et je vais faire l'analogie avec ce qu'on a proposé aux gens de faire. Tu sais, tu leur as invité à s'ils n'ont pas de rêve encore, comment aller le chercher, revenir sur ça. Et en fait, commencer le process. Et on l'a dit maintes et maintes fois du coup là, mais pas se juger quoi. Se faire le cadeau d'être patient et se faire le cadeau de la résilience face au potentiel non résultat visible au départ. C'est commencer le chemin, commence à marcher dessus, et le chemin c'est juste d'être présent avec soi-même. Comme tu disais, fais-le de manière quotidienne, peut-être pas au début méditer tous les jours. Moi je médite pas tous les jours. Je suis... Voilà. Mais ça fait plaisir quoi. Au bout d'un moment quand tu t'es connecté à toi-même, à maintes reprises, après tu sais que t'as largué les amarres quoi.
Et après, voilà, les gens qui sont en conscience d'eux-mêmes dans la vie, ils ne deviennent pas des demi-dieux. Personne ne devient supérieur à qui que ce soit. Mais ils sont plus maîtres de leur bonheur et de leur liberté, quoi. Ouais, pour moi, c'est essentiel. D'être heureux, d'être en paix, être libre. Ouais. Bah ouais, faut être curieux. Donc voilà. Greg, je suis pas étonné de la qualité de la discussion. En tout cas, moi, j'ai fortement apprécié. J'espère que vous kifferez aussi. Moi, je vais être indulgent avec moi-même parce que c'est le deuxième que je fais. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez me tailler, taillez-moi. Si vous voulez me féliciter, félicitez-moi aussi. Et voilà, c'est le début de ce projet-là. Et si vous pouvez, évidemment, on va dire le petit classique, hein, si on n'est pas connu, mais lâcher un petit commentaire, un petit partage, liker. Voilà. Si ça fait sens pour vous, faites-le. Voilà. Merci. Merci Martin d'avoir reçu. C'était cool. Excellent. Merci à toi.